Voici notre nouveau projet, le LUAS du futur, réalisé avec une approche différente. Le construire, puis publier les épisodes. Dans l'épisode précédent, nous avons trouvé un donneur approprié, l'avons amené à l'atelier, remis en état et commencé à diagnostiquer les défauts. C'est ce que vous venez de voir à l'écran. Et dans les prochains épisodes, voici ce qui vous attend. Tout d'abord, nous retirons l'ancien réducteur qui se comportait de façon étrange et émettait des bruits désagréables. Et qu'est-ce que c'est? Un jambé! À ce moment-là, nous avions déjà trouvé et commandé un nouveau réducteur similaire. Ce n'était pas une tâche facile, car les voitures et leurs pièces détachées ne sont plus produites depuis déjà 35 ans. À ce stade, vous vous posez sûrement une question légitime. Pourquoi démonter ce réducteur si nous en avons déjà commandé un nouveau? Premièrement, nous devons comprendre s'il faut le jeter ou le garder pour l'avenir comme donneur de pièces. Et deuxièmement, c'est la simple curiosité humaine. Personne n'y échappe. Donc, en gros, on a un kit ici et en voilà encore un autre. C'est une voiture militaire. Tu sais, dans les champs, on ne peut jamais... Enfin, si tu le mets dans ta poche, tu risques de le paumer. Et qu'il y a aussi cette chose-là, je voulais également attirer l'attention là-dessus. C'est un aimant qui s'est détaché du bouchon de vidange et il se baladait ici où il voulait. Maintenant, on va évaluer l'état des dents. En attendant la livraison du nouveau réducteur, on ne reste pas les bras croisés et on contrôle les pièces détachées, les ensembles et les modules suivants. Je me suis occupé des demi-arbres ici. D'abord, leur conception est vraiment intéressante. Un cache-poussière contre la saleté, rigide. À l'intérieur, un joint à huile et un roulement à billes. Franchement, je ne m'attendais pas à une telle conception de cache-poussière. Le cache-poussière a une énorme ouverture. Il se fixe ici, tout est protégé. Le cache-poussière reste en place, tandis que le demi-arbre tourne à l'intérieur. Je n'avais jamais vu ça. Nous avons eu un problème avec ces pièces. Nous en avons trouvé 2 dans le différentiel arrière. Bref, nous avons un ensemble de 5 pièces, alors qu'il aurait dû y en avoir 4. Le problème, c'est que je voulais le démonter pour changer le roulement, mais je n'ai pas réussi. Ici, c'est complètement grippé, apparemment pour toujours. Le souci, c'est qu'il n'y a pas de pièces détachées. On ne peut pas aller au magasin et en acheter. C'est comme ça le pays, organiser, passer des appels, s'arranger, gérer, envoi, livraison, ça traîne. On passe d'un travail à l'autre, mais maintenant on a déjà tout ce qu'il nous faut. Tout est en stock, tout est arrivé. Le réducteur, en vérité, il est complètement sec à l'intérieur. On va trouver une solution, il faut le lubrifier d'abord, le faire bouger, le roder. J'ai aussi acheté un autre demi-arbre, il est arrivé. Celui-ci a des doigts intacts ici. Les soufflets sont arrivés. Tout est nettoyé, lavé, les supports, l'activation de la marche arrière. Donc maintenant, pas la marche arrière, le blocage du pont arrière. Donc maintenant, je vais tout assembler. Comme Kolia l'a dit, la recherche de pièces se transforme en une chasse au trésor. Il est évident qu'on n'en trouve pas dans les magasins. Il faut chercher sur les marchés d'occasion et dans les communautés spécialisées, mais même là, on essaie souvent de vous refiler de la camelote. C'est pourquoi il faut passer en revue de nombreuses options, négocier, convaincre, demander l'envoi et ainsi de suite. Mais au final, cette partie du défi est résolue et nous avons un ensemble assemblé qui est proche de l'état neuf. Ainsi, j'ai assemblé tout le réducteur, il ne nous manque qu'un soufflet. Ces soufflets maintiennent en place. Et ces brides posent de problème, car maintenant le réducteur est très difficile à faire tourner. J'ai vraiment l'impression que le réglage est mauvais et que les roulements sont beaucoup trop serrés.
Bien que le vendeur ait assuré que tout allait bien avec le réducteur, qu'il était simplement neuf et parfaitement réglé. Je vais l'installer, mais je vais probablement devoir démonter et desserrer un petit peu l'ajustement des roulements. Pas l'ajustement en soi, mais je vais relâcher un peu la tension, exercer sur les roulements. Au final, Kolia a tout remonté et vérifié une fois de plus, et maintenant on peut dire avec certitude que ce module est prêt à fonctionner. C'est vraiment un ensemble en parfait état, on peut même dire à l'état neuf, qui est parfaitement installé à sa place légitime et appropriée. En anticipant un peu, je dirais que pratiquement tous les modules et ensembles connaîtront le même sort, que cela nous plaise ou non. Mais à ce moment-là, Kolia ne s'en doutait pas encore. Il pensait que la principale tâche technique était résolue. Le réducteur est en place. J'ai maintenant ouvert la trappe spéciale. Nous allons remplir d'huile. Les pièces manquantes pour les freins sont arrivées, les cylindres, les garnitures. Les garnitures sont de qualité, bien sûr, j'ai regardé, elles sont affreuses. Absolument, tout est vraiment de travers, mal ajusté, les plaquettes, tout. Toutes ces pièces ressemblent visuellement à celles de la Moskvitch 412. Enfin, du moins, c'est très proche de ce dont nous avons besoin, donc on va s'en servir maintenant. On a installé des cylindres de Moskvitch 412. Oui, c'est bien du Moskvitch 412. Les anciens sont vraiment dans cet état lamentable. Donc maintenant, on va tout nettoyer ici et commencer à assembler avec quelques ajustements en cours de route, mais on va assembler. L'une des différences des garnitures ici, les embouts Bediama sont plus longs. Ensuite, pendant sur les anciennes garnitures, il y a une petite oreille pour fixer le ressort. Sur l'une et sur l'autre, un ressort est tendu entre elles. Il n'est pas vraiment possible de faire autrement, donc il est plus simple de ressouder ce support ici. Ici, il est fixé par des rivets, mais on ne va pas trop s'embêter, je vais juste le ressouder ici. Bien sûr, nous savions que les freins à tambour sont une technologie très discutable. Mais ils ont été utilisés pendant plusieurs décennies. Nous avons suivi la logique. La voiture n'était pas vraiment conçue pour un usage quotidien, mais elle était principalement destinée à des balades hors route. Nous avions prévu de remettre en état les freins d'origine et de les laisser ainsi. Pour les objectifs mentionnés ci-dessus, cela devait suffire, pensions-nous. Pour assembler les freins, voici le minimum d'outils nécessaires. Une petite meuleuse, un poste à souder, une visseuse, des forêts, tout ce qu'il faut. Voilà, nos freins sont finalement entièrement assemblés avec des petites pièces métalliques soudées. J'ai mis un coup de bombe de peinture pour éviter la rouille et il a fallu ajuster précisément la plaquette. Photobraille. Ressort 1, 2, 1, long, 2. Bref, ici j'ai ajusté les talons, là j'ai connecté par en dessous, ajusté le cylindre, élargi les trous là-bas. Ici, le moyeu est carrément enfoncé. Quelqu'un a sûrement envoyé le moyeu au marteau et rifté le tambour. Il ne se montait pas, je l'ai retiré de toute la voiture. Les freins, tous les tuyaux, les flexibles, tout ce qui concerne les freins, les cylindres. À l'arrière, nous n'aurons pas du tout de freins, nous n'allons même pas les assembler pour la première sortie. Et maintenant, je vais m'occuper des freins avant. Je les ai démontés car tout était fait n'importe comment, ça pendait, ça dépassait. Maintenant, je vais essayer de tout installer plus ou moins proprement, au moins pour une sortie, mais de façon à ce que ce soit fiable. Je vais probablement utiliser directement ceci, enfin ces tuyaux, c'est flexible. Nous avons reçu des neufs. Une fois que les freins sont assemblés, connectés et qu'ils semblent fonctionner, on remet les roues et on continue. L'étape suivante consiste à remettre en ordre le système de refroidissement et à remplacer les consommables nécessaires. Alors, on s'occupe de mettre de l'ordre sous le capot. Je remplace tous les flexibles pour qu'il n'y ait aucune fuite. Au moins lors de la première sortie, je change ceux-ci, ceux que nous avions. Ils étaient tous dans cet état, tous pareils. Tout était fissuré. Pour les nouveaux flexibles, on en choisit provenant d'autres voitures, on prend ce qu'on trouve sur place. Avec ce qu'on a sous la main. Maintenant, je vais changer le tuyau d'alimentation en carburant. Je pense à déplacer le réservoir, à me débarrasser de ce bidon sous le capot, à le mettre dans l'habitacle. Une solution temporaire. On change les filtres, air, huile, l'huile elle-même. On remplit les liquides, direction assistée, refroidissement. Ici aussi, la tâche était de remettre en ordre ce qu'il y avait sans faire de modifications majeures. C'était bien le plan, un plan qui, au final, est parti en vrille, mais chaque chose en son temps.
Bonjour à tous, je suis Alex, le créateur et l'inspirateur de l'atelier Axis Garage. Je suis très heureux de vous présenter le premier produit en série de notre atelier. Il s'agit d'un kit en bois naturel qui se transforme en un panneau mural en relief. Il peut servir aussi bien de magnifiques cadeaux que d'éléments de décoration, d'ornements pour votre intérieur ou de pièces de votre collection automobile. Nous avons parcouru tout le chemin de la création du produit, de l'idée à la production en série, par nous-mêmes, et nous en sommes très fiers. Nous avons déjà réalisé une série pilote et beaucoup de nos amis et proches l'ont apprécié à sa juste valeur. Nous croyons que notre création trouvera un écho dans vos cœurs et que tous ceux qui sont passionnés par l'histoire de l'automobile, le design et les voitures classiques nous soutiendront sans aucun doute. Nous en sommes très reconnaissants et nous vous aimons. Comme vous avez pu le remarquer, il n'y a pas d'intégration publicitaire ni de sponsor dans nos vidéos. La seule chance de continuer à exister et à nous développer, c'est le lancement de ce produit. Dès aujourd'hui, nous avons lancé une campagne sur Kickstarter où vous pouvez nous soutenir et être parmi les premiers à recevoir votre kit de construction. Et nous aurons la possibilité de continuer à créer nos projets et à vous ravir avec du contenu unique. Je laisserai le lien dans la description. Votre soutien nous est plus nécessaire que jamais. Merci. Finalement, nous avons emmené la voiture hors de la ville pour effectuer le premier test drive. L'objectif principal de cette sortie était de tester la voiture, car personne ne l'avait encore conduite. Et nous n'avons aucune idée de l'état des éléments qui n'ont pas nécessité de réparation lors de l'inspection. Il convient de noter que nous n'avons aucune expérience en tout-terrain. Les pneus sur la voiture sont vieux, de provenance inconnue et dépareillés. Oui, coupons ces plus. On va couper ce plus-là. La tâche principale de cette sortie est de trouver les points faibles, de faire en sorte que ce qui était sur le point de casser craque, et, idéalement, de casser ce qui craquait déjà, puis de faire un diagnostic final. Je suis d'accord que ce n'est pas de l'off-road, mais notre objectif n'était pas d'embourber ou de noyer la voiture. Pour l'instant, nous ne sommes pas prêts pour cela, mais il était nécessaire de rouler sur un terrain légèrement accidenté et de tester la voiture sous contrainte pour la suite du travail. Dans les commentaires sous l'épisode précédent, beaucoup ont parlé du Bucanca du futur et vous avez souvent posé une question tout à fait logique. Pourquoi commencer un nouveau projet alors que nous n'avons pas encore terminé l'ancien? Laissez-moi vous expliquer. Pour terminer le Bucanca, il faut achever le travail sur l'extérieur. Il s'agit principalement de travailler sur les garnitures décoratives, d'ajuster les écarts et de peindre. Ces travaux sont réalisés par Drone et Sanya. Kolya, lui, s'occupe principalement de la partie technique. Et selon cette logique, Kolya devrait rester sans travail pendant 6 mois, pendant que Drone ajustera les panneaux et les garnitures. Et ça, ce n'est déjà plus logique. C'est précisément pour cette raison que nous lançons et menons plusieurs projets en parallèle, afin de pouvoir passer de l'un à l'autre selon les besoins et les priorités.
J'espère avoir répondu à votre question. Oui, nous n'avons pas abandonné le Bukhanka. Un épisode lui sera consacré dans un avenir proche. On a roulé toute la journée aujourd'hui. La voiture s'est bien comportée. C'est comme si, quoi qu'on fasse, il n'y a toujours pas de frein correct. Et il n'y en aura pas. Pas non plus de direction convenable. Le moteur fume, crache, tousse, démarre mal. On a grillé le bouton du relais des bougies de préchauffage. Une voiture très étrange, très particulière. Une voiture vraiment particulière. La boîte de vitesse est probablement à remplacer. La marche arrière saute, grince, couine, il se passe quelque chose à l'intérieur d'Ambudgidon. La direction, les freins, le moteur, les suspensions, les transmissions se sont bien comportées. Alors, après nos essais, il est devenu vraiment évident que nous n'avons pas de freins. Nous n'allons clairement absolument pas garder ces freins. Nous allons les remplacer par des freins à disque, donc maintenant la voiture est rentrée, lavée, je démonte les roues, j'enlève les freins, et en même temps on vérifie l'état des réducteurs de roues, parce qu'ils fuient tous. Nous avons mis l'huile, mais je doute qu'il en reste. Nous vérifions l'état, et probablement, nous allons tout remettre en état. Oui, malheureusement, tous les travaux précédents sur les freins vont devoir partir à la poubelle. Parce qu'ils sont vraiment horribles. À ce moment-là, nous avons justement trouvé en vente un kit de freins à disque déjà adapté pour être installé sur le Luazé, et nous n'aurons pas à tout inventer à partir de zéro. Nous démontons les freins, nous atteignons les réducteurs, et cela 4 fois de suite. Après une demi-journée, voici le résultat. J'ai retiré les 4 réducteurs de roues. Voilà à quoi ça ressemble. Tout est littéralement couvert de sable. Je vais maintenant les démonter et vérifier ce qui doit être remplacé, quel roulement. Les joints SPI, eh bien évidemment tous les joints SPI sont à remplacer. Et les roulements, on va les regarder, nettoyer et voir. Une particularité de la conception, c'est qu'ils sont tous identiques, avant, arrière, gauche, droite. Il n'y a aucune différence, ni de symétrie, aucune différence. Les pièces d'avant peuvent être montées à l'arrière et celles de l'arrière à l'avant. En fait, c'est une unification totale à 100%. Les 4 réducteurs de roues sont tous identiques. C'est intéressant, c'est vraiment amusant. Et cela nous aidera à l'avenir dans l'un de nos projets. Comme vous l'avez compris, cette vidéo a été enregistrée il y a plus d'1 an. Et aujourd'hui, ce projet est entièrement terminé et fonctionne. Je parle de l'essieu arrière directionnel, c'est-à-dire que les roues arrière tournent aussi chez nous. Et très bientôt, vous le verrez dans les prochains épisodes. Au final, il a encore fallu 2 jours pour démonter complètement les 4 réducteurs, les nettoyer et comprendre ce que nous avions. Car lors du démontage, nous avons trouvé quelques pièces à remplacer. Par exemple, voici les cannelures. Elles sont tordues. Eh bien, c'est un défaut évident, il faut absolument la remplacer. Dans un des carters de réducteur, ces gros filetages de fixation sont en très mauvais état. À certains endroits, la bride est endommagée, ailleurs, il y a autre chose. Il faut démonter un réducteur d'honneur. Et s'il est en bon état, un seul réducteur nous suffira pour restaurer les 4 autres réducteurs. Pour assembler 4 réducteurs complets, nous avons eu besoin d'un 5e que Kolia démonte sur une poutre donneuse. Il l'a posé sur la table, a dévissé et c'est prêt. Il ne reste plus qu'à tout remettre en état. Pour éviter que la peinture n'aille là où il ne faut pas, nous protégeons les pièces détachées avec du ruban adhésif. Voilà à quoi ressemble une semaine entière de temps perdu. Tout est maintenant nettoyé, bien protégé. Il ne reste plus qu'à finir les dernières touches. Il faut dégraisser, souffler et peindre. Il a fallu énormément de temps pour remettre la visserie en état. Toutes les tiges filetées, écrous, petites vis, boulons, il a fallu les débloquer, détacher, ainsi que les capuchons et caches de clés. À partir de 5 réducteurs, on a réussi à rassembler des pièces pour en remonter 4. On attend encore le kit de réparation et les roulements.
pense que beaucoup ne comprendront pas ce que sont ces réducteurs ni à quoi ils servent, car il n'y a pas de tels éléments dans les voitures ordinaires. Mais le Luaz n'est pas une voiture ordinaire. Même par rapport à de nombreux tout-terrains, ici le système est un peu différent. Par défaut, le Luaz est à transmission intégrale et le pont arrière est raccordé de manière rigide, sans boîte de transfert ni arbre de transmission séparé. À la place, la boîte de vitesse à 2 arbres et le réducteur principal sont réunis en un seul ensemble. La transmission à 4 vitesses dispose d'une gamme courte et d'un mécanisme de désactivation de la transmission intégrale. Le différentiel arrière peut être bloqué manuellement. Fait surprenant, lors de la conception du Luaz, les ingénieurs ont envisagé d'installer un différentiel central, mais ils ont jugé cela superflu. Dans ce cas, le Luazais aurait pu disposer d'une transmission intégrale permanente. Il y avait également l'idée d'équiper le modèle d'un blocage du différentiel avant, mais cette idée a elle aussi été écartée par les ingénieurs. C'est pourquoi les propriétaires qui souhaitent améliorer les capacités tout-terrain installent eux-mêmes un blocage à l'avant, ce que nous allons faire également. Et voilà, encore 2 jours plus tard, l'assemblage des 4 ensembles touche à sa fin et nous avons ce résultat magnifique. Ce sont désormais pratiquement des pièces neuves et des freins fiables. J'ai terminé l'assemblage des réducteurs de roues, tout ne s'est pas passé parfaitement, même si tout avait été préparé. Tout a été lavé et nettoyé, mais malgré cela, les pièces restent anciennes et de mauvaise qualité. Il y a eu des subtilités, des moments, mais assemblés, l'assemblage est réussi. C'était une étape préliminaire, car le serrage des roulements de moyeu, le serrage de l'écrou arrière et le serrage des étriers, je vais les effectuer sur la voiture, car c'est tout simplement plus pratique. Ce n'est pas très commode de le faire dans un étau. Le travail a remplacé les consommables, roulements, joints SPI, joints d'étanchéité. Un kit de frein à disque a été installé. Nous l'avons acheté tout prêt, pas conçu nous-mêmes, simplement un kit prêt à l'emploi pour ne pas perdre de temps. Le kit comprenait des platines d'adaptation, des étriers de 2108, il me semble que c'était des 2108, je ne vais pas l'affirmer avec certitude, je ne me souviens plus exactement. Disque de Mazda 626 et un ensemble de fixations, des flexibles, c'est bien adapté. Petit détail, mais c'est une particularité de la voiture. Rien ne s'adapte en plug and play. Concernant l'intérieur différentiel, il y aura probablement beaucoup de mécontentement et de remarques sur le fait que je les ai montés à l'aide d'un marteau, que j'ai emmanché les roulements avec un marteau. Mais nous n'avons pas de presse, et l'ajustement dans ces différentiels n'est pas comme celui auquel vous êtes habitués sur les roulements de moyeu d'une voiture ordinaire. Ce n'est pas aussi serré, pas ajusté. C'est pourquoi l'assemblage au marteau est acceptable ici. J'ai utilisé une tige en aluminium pour taper délicatement.